votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est le directeur du département opinion à l'IFOP, Jérôme Fourquet, qui est aussi l'auteur du livre L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée aux éditions du Seuil. Bonsoir Jérôme Fourquet. Bonsoir. On va bien sûr parler de votre livre. Je voulais tout d'abord vous faire réagir à la fin du grand débat national. En attendant les décisions, le gouvernement affirme que cette initiative est déjà un grand succès. Qui a vraiment participé à ce grand débat? De quelle France parle-t-on? Alors, on a un certain nombre d'éléments qui commencent à se dessiner pour faire le profil des participants. On a d'abord les reportages qui ont pu être réalisés sur les réunions qui ont lieu physiquement dans 10 000 endroits en France. Déjà, ça, c'est un succès. Organiser 10 000 réunions publiques, c'était pas forcément gagné d'avance quand on regarde d'où on venait au moment du pic de la crise. Et quand on regarde le profil des participants, on a quand même une dominante, de manière assez classique, de personnes retraitées, qui sont plus assidues sur les différentes formes d'expression démocratique, qu'il s'agisse du vote ou de la participation à ces réunions. Pour ce qui est de la participation digitale ou numérique sur la plateforme, on a également un certain nombre d'éléments, là plus géographiques. Pour le coup, vos confrères du Parisien ont réalisé une analyse sur l'origine des contributeurs, rapportée département par département au poids de chacun de ces départements, et on constate que c'est plutôt une France urbaine, celle des grandes villes, Paris, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, également une France plutôt aisée, qui a participé, alors que toute la France du Nord-Est, elle, se caractérise par un taux de participants ou de contributeurs inférieur à la moyenne. Donc, les fractures civiques demeurent, y compris dans les exercices de démocratie participative qui ne permettent pas de résorber ces gaps ou ces différentiels, même si on a donné la parole à des centaines de milliers de Français, ce qui n'est pas rien. Si je vous entends bien, donc relativement âgé, plutôt aisé, venant des métropoles, est-ce que vous diriez donc que c'est la France qui a voté pour Emmanuel Macron, qui a d'abord et largement participé, du moins sur Internet, à ce grand débat? Alors, on retrouve quand même un certain nombre de similitudes géographiques, effectivement, avec la carte du vote en faveur d'Emmanuel Macron au premier tour. On se souvient que le mouvement des Gilets jaunes a d'abord recruté ses soutiens les plus actifs dans la France qui était dépendante de la voiture, donc cette fameuse France de l'étalement urbain. Et une des questions du grand débat qui était posée sur la plateforme demandait si les gens avaient la possibilité ou non de se passer de leur véhicule. Et on avait plus de 60% de la population qui a répondu, qui nous disent soit qu'elle ne prend pas sa voiture, soit qu'elle a les moyens de s'en passer. Donc on voit bien que c'est plutôt une France des grandes métropoles. Ce n'est pas cette France périphérique. Et manifestement, la France qui soutenait le plus les Gilets jaunes ne s'est pas emparée de ce grand débat. La deuxième phase de ce grand débat s'engage. On va voir comment le gouvernement va synthétiser toutes les revendications. Jérôme Fourquet, il y a tellement de doléances, elles sont tellement éclatées, que c'est à l'image du pays. Et finalement, ça rejoint le titre de votre livre, L'archipel français. Alors effectivement, le constat qu'on fait au terme de ce livre, c'est une fragmentation tout azimut de la société française, dont on a effectivement une illustration dans les doléances qui sont remontées dans le cadre de ce grand débat, qui sont elles aussi extrêmement hétéroclites, hétérogènes, parfois contradictoires, et qui émanent surtout de catégories spécifiques de la population française, de sous-groupes, qui chacun y va de sa revendication ou de sa récrimination, sans pour autant que ne se dessine de manière collective un cadre commun tout à fait lisible. Derrière ce morcellement, vous dites dans votre ouvrage qu'il y a une individualisation de la société. Mais est-ce que ce n'est pas justement en dehors de la France? Ce n'est pas une spécificité française, cette individualisation? D'ailleurs, vous pourriez appeler votre livre L'archipel mondial, peut-être? Alors, effectivement, je pense que les phénomènes qu'on essaie de mettre à jour dans cet ouvrage ne concernent pas uniquement la France. Il y a des tendances de fond, au premier rang desquelles la montée en puissance de l'individualisme qui s'est affranchi des cadres de référence, mais qui faisait le ciment de la société française. Je pense notamment aux appartenances religieuses, mais également politiques. On voit par exemple, encore une fois, si on reprend le cas du mouvement des Gilets jaunes, il ne s'inscrit pas du tout dans la longue histoire
du mouvement ouvrier. On ne fait pas grève, on va défiler le samedi. Et donc cette individualisation, eh bien, elle produit aujourd'hui des effets désagrégateurs très importants sur la société. Vous insistez aussi sur le phénomène de sécession des élites. Mais qu'est-ce qu'on appelle encore aujourd'hui les élites? Parce que ce sont surtout des élites autoproclamées. Alors effectivement, il y a toujours un problème de définition, comme quand on emploie le terme des riches. On va savoir à partir de quand ça commence, et c'est un terrain qui est très glissant, on s'en souvient. Les élites, on peut considérer que c'est les 6 ou 10% les plus aisés ou les plus diplômés de la population. Donc c'est une strate qui est quand même relativement consistante, mais qui s'est progressivement repliée sur elle-même, Oui. parce qu'elle est suffisamment nombreuse pour vivre un petit peu en autarcie, et toute une série d'institutions qui permettaient un certain brassage ou regard sur le reste de la société. Par exemple, le service militaire, j'y pense là au moment où vous parlez, où il est vrai que tout le monde, Jérôme Fourquet, ne faisait pas le service dans les mêmes conditions, mais il y avait quand même ce mélange, ce brassage, ces rencontres qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Effectivement, donc à un moment important de sa vie, à l'entrée dans l'âge adulte, jusqu'au début la fin des années 80, on a 2/3 d'une classe d'âge masculine, tout niveau de diplôme confondu. Alors il y a bien évidemment des exemptions, certains qui avaient des passe-droits, mais grosso modo, 2/3 d'une classe d'âge masculine accomplissait son service militaire. Vous avez raison, pas forcément dans les mêmes conditions, mais c'était une période où le frottement avec d'autres catégories, des gens d'autres régions, d'autres milieux sociaux pouvait s'effectuer. On a pris aussi dans le livre l'exemple des colonies de vacances. 4 millions d'enfants qui vont en colonies de vacances l'été dans les années 60. Nous atteignons péniblement aujourd'hui le seuil de 800 000 enfants, avec un marché qui s'est très segmenté, avec des séjours à thème assez onéreux qui vont recruter mécaniquement plutôt les enfants de ces milieux les plus favorisés. Est-ce qu'il y a aussi dans cet archipel français une disparition progressive des classes moyennes? Est-ce que vous rejoignez le constat d'un Christophe Guilluy qui affirme que les classes populaires et les petites classes moyennes décrochent, et surtout, c'est plus grave, ne s'arriment plus du tout à ce qui fait société, à ce qui fait nation aujourd'hui? Alors il reste encore des classes moyennes et qui constituent l'ossature de la société française. Pour autant, effectivement, on a un certain nombre de signes ou de signaux préoccupants. Alors on peut en prendre 2 exemples. On a beaucoup travaillé dans ce livre avec mon collègue Sylvain Montornac sur l'analyse des prénoms. Et on voit par exemple l'explosion... C'est la partie d'ailleurs polémique de votre livre. Il y en a une un peu moins polémique sur les prénoms anglo-saxons qui ont été beaucoup donnés. Et quand on regarde, ils sont surtout donnés dans les milieux populaires. Alors que historiquement, on avait un cycle de vie des prénoms. Ils étaient d'abord donnés dans l'élite, ensuite dans les classes moyennes, et puis par percolation, ça descendait. C'est-à-dire que les milieux populaires se raccrochaient à des modèles qui étaient produits par le haut. Aujourd'hui, elles se sont culturellement autonomisées, politiquement également. La carte des prénoms anglo-saxons correspond assez bien à la carte du vote Front National, par exemple. Et on pourrait prendre un autre exemple de cette... non pas autonomisation des catégories populaires, mais aussi de leur relatif décrochage. On peut faire l'hypothèse que le mouvement des Gilets jaunes signe ce qu'on pourrait appeler la fin de la moyennisation. C'est-à-dire que dans les années 60 ou 70, avec la société de consommation dans un pays industrialisé, beaucoup de milieux populaires s'arriment via la consommation à la société. On part en vacances, on achète une voiture, à l'horizon d'une vie, on va devenir propriétaire. Et puis, on arrive à aller faire ses courses dans les grandes surfaces où tout le monde va se fournir. Aujourd'hui, une part significative de ces petites classes moyennes est en voie de décrochage, et c'est ça aussi que les Gilets jaunes ont signifié. Il y avait quand même beaucoup de signaux rouges dans le tableau de bord français. Mais pour conclure, Jérôme Fourquet, quand on voit les titres des livres des dernières décennies, entre décadence, soumission, l'identité malheureuse, le suicide français, l'archipel français, j'arrête là. Cette liste, oulala, on se dit que c'est la fin, qu'il n'y a plus rien à faire. Est-ce que le sursaut est possible? C'est ça qu'on a envie de savoir aussi. Alors je pense qu'il y a encore des planches de salut. On a des institutions qui fonctionnent, on a un système de santé par exemple qui est très performant, on a un modèle de protection sociale. Donc il y a encore des filets, et il y a encore du commun. Mais pour autant, si vous voulez, on peut finir aussi par un autre paradoxe français. C'est dans tous les classements, à chaque fois, les Français apparaissent comme étant beaucoup plus pessimistes que les Afghans ou que d'autres. Et bien pourquoi? Parce que aussi, sans doute, notre modèle français est un de ceux qui n'était pas forcément le mieux adapté ou le mieux formaté pour la mondialisation et la globalisation. Est-ce que c'est ce que intuitivement ou inconsciemment les Français, en tout cas beaucoup d'entre eux, ressentent aujourd'hui confusément? Malgré tout, le sursaut est possible, même si c'est un archipel français et la naissance, c'est ce que vous dites, d'une nation multiple et divisée. Où allons-nous? Vous posez la question aux éditions du Seuil. Merci Jérôme Fourquet, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci à vous.